Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, la liberté d'être libre. Un petit livre de Hannah Arendt, un inédit même, retrouvé longtemps après sa mort, la liberté d'être libre, les conditions et la signification de la révolution. C'est un texte retrouvé en 2017-2018 et traduit en 2019 d'Hannah Arendt, datant, semble-t-il, de 1966-67, et qui réfléchit donc à la Révolution dans une période qui, historiquement, est celle de la libération des pays colonisés, de la décolonisation, qui se fait sous une modalité parfois révolutionnaire, avec évidemment en arrière-fond aussi la guerre froide et la révolution de 1917 qui a donné naissance à l'URSS, et puis à Cuba, et puis à la Chine, etc. Mais les révolutions dont parle ce texte sont plutôt les révolutions qui ont donné naissance à notre monde moderne ou contemporain, c'est-à-dire celle de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la révolution des États-Unis d'Amérique, puis celle de la France dans les dernières décennies, donc du XVIIIe siècle. Alors quel est le rapport entre révolution et liberté ? Et qu'est-ce qui fait que ces révolutions-là, la Révolution française, la Révolution américaine, sont les révolutions qui permettent de penser le lien entre révolution et liberté? Ce qui s'est réellement passé à la fin du XVIIIe siècle, écrit donc Hannah Arendt, c'est qu'une tentative de restauration et de récupération d'anciens droits et privilèges a abouti à l'exact opposé. Un processus de développement ouvrant les portes d'un avenir qui allait résister à toutes les tentatives ultérieures d'agir ou de penser dans les termes d'un mouvement circulaire ou de retour. Et si le terme de révolution s'est radicalement transformé au cours du processus révolutionnaire, il s'est passé une chose similaire, mais infiniment plus complexe, avec le mot « liberté ». Tant qu'on n'entendait rien d'autre par ce mot que la liberté, restaurée par la grâce de Dieu, il s'agissait encore de ces droits et de ces libertés que nous associons aujourd'hui au gouvernement constitutionnel qualifié à juste titre de droits civiques. Ce qui n'y était pas inclus, c'était le droit politique de participer aux affaires publiques. Aucun des droits qui y étaient associés, pas même celui de se déclarer à des fins d'imposition, ne fut ni en théorie ni en pratique le résultat de la Révolution. Ce qui était révolutionnaire, ce n'était pas la vie, la liberté et la propriété, mais l'affirmation qu'il s'agissait de droits inaliénables, propres à toutes les créatures humaines, dans quelque endroit ou sous quelque type de gouvernement qu'elles vécussent. Et même dans cette nouvelle et révolutionnaire extension à toute l'humanité, la liberté ne signifiait guère plus que la libération d'une contrainte injustifiable, c'est-à-dire quelque chose d'essentiellement négatif. La liberté au sens des droits civiques sont le résultat d'une libération, mais elles ne sont en aucun cas le contenu réel de la liberté, dont l'essence est l'admission dans le domaine public et l'autorisation à participer aux affaires publiques. Si les révolutions n'avaient visé qu'à la garantie des droits civiques, il aurait suffi de se libérer des régimes qui avaient outrepassé leur pouvoir et empiété sur des droits bien établis. Il est vrai d'ailleurs que les révolutions du XVIIIe siècle commencèrent par revendiquer ces anciens droits. La complexité surgit quand la Révolution parle à la fois de libération et de liberté. Or, la libération étant de fait une condition de la liberté, même si la liberté n'est en aucun cas
une conséquence nécessaire de la libération, il est difficile de dire où finit le désir de libération, celui d'être délivré de l'oppression, et où commence le désir de liberté, celui de vivre une vie politique. La question est que la libération de l'oppression aurait fort bien pu se réaliser sous un gouvernement monarchique, mais non tyrannique, alors que la liberté d'un mode de vie politique exigeait une forme nouvelle, ou plutôt une forme redécouverte de gouvernement. Elle exigeait la constitution d'une république. Et donc, la révolution change donc les structures fondamentales du pouvoir, libère et permet la liberté. Et on voit bien qu'il y a ce point de basculement que propose Hannah Arendt entre libération et liberté. Il ne suffit pas d'être libéré pour être libre. Et la révolution, si elle aboutit à la liberté. Elle veut en tout cas la liberté. L'atteint-elle? Rarement. Mais revenons au texte, revenons à l'une de ces libérations où elle pose la question précise, historique, mais évidemment en prenant l'histoire comme point de départ d'une réflexion philosophique. Que se passa-t-il donc à Paris en 1789 ? D'abord, si être délivré de la peur est un apanage dont même les mieux lotis n'ont joui dans l'histoire que sur des périodes relativement brèves, être délivré du besoin est le grand privilège qui n'a été échu qu'à une très mince portion de l'humanité au cours des siècles. Ce que nous avons coutume d'appeler l'histoire de l'humanité est pour l'essentiel l'histoire de ces quelques privilégiés. Seuls ceux qui sont délivrés de la nécessité peuvent pleinement apprécier ce que c'est qu'être libre de toute peur, et seuls ceux qui sont libérés du besoin et de la peur sont capables de concevoir une passion pour la liberté publique et de développer le goût particulier pour l'égalité que cette liberté porte en elle. Le lien profond entre égalité et liberté dans la Révolution française, mais aussi ce qui est une libération de la pauvreté peut-être, des conditions sociales, des conditions de vie qui permettent d'être libre. Et sans ces conditions-là, en restant dans la misère, la liberté est-elle possible? Voilà une question très importante. Et pour les révolutionnaires, non. Schématiquement, on peut dire que chaque révolution passe d'abord par le stade de la libération, avant de parvenir à la liberté, qui est la seconde étape décisive de la fondation d'une nouvelle forme de gouvernement et d'un nouveau corps politique. Dans le cours de la Révolution américaine, le stade de la libération fut celui de la libération de la contrainte politique, de la tyrannie ou de la monarchie, quel que soit le mot qu'on choisisse. Le premier stade fut caractérisé par la violence, mais le second fut une affaire de délibération, de discussion et de persuasion, en bref, d'application de la science politique au sens où les pères fondateurs comprenaient ce terme. Alors qu'en France, il se passa quelque chose de totalement différent. Le premier stade de la Révolution fut bien plus caractérisé par la désintégration que par la violence. Et quand le second stade fut atteint, et que la Convention nationale eut déclaré que la France était une république, le pouvoir était déjà passé à la rue. Les hommes, qu'ils s'appellent Mirabeau ou Robespierre, Danton ou Saint-Just, qui s'étaient rassemblés dans Paris pour représenter la nation plutôt que le peuple, et qui étaient préoccupés surtout du gouvernement, de la réforme de la monarchie, et plus tard de la fondation d'une république, se virent soudain confrontés à une tâche nouvelle, celle de libérer le peuple de la misère, de le libérer pour qu'il soit libre.
libérer le peuple de la misère, de le libérer pour qu'il soit libre. Le problème, c'est que la liberté du peuple et le libérer de la misère est-elle dans l'intérêt de ceux qui gouvernent, s'ils sont révolutionnaires, comme des Mirabeau, des Robespierre, des Danton, des Saint-Just peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être au contraire mieux de laisser le peuple dans sa misère. Mais venons-en à la conclusion, avec un dernier passage de ce texte sur la liberté, de cet inédit d'Hannah Arendt, la liberté d'être libre, dans ce contexte révolutionnaire. Évidemment, on pourrait poser la question de la liberté selon d'autres modalités, précisément parce que les révolutions posent la question de la liberté politique. Évidemment, chez Hannah Arendt, et dans ce contexte de révolution, la liberté est posée dans ses aspects politiques. Là encore, on pourrait aborder la question selon d'autres aspects. Donc précisément parce que les révolutions posent la question de la liberté politique sur le mode le plus réel et le plus radical, liberté de participer aux affaires publiques, liberté d'action. Toutes les autres libertés, politiques et civiles, sont menacées quand les révolutions échouent. Les révolutions déformées, comme la révolution d'octobre sous Lénine, ou les révolutions avortées, comme les divers soulèvements dans les pays d'Europe centrale après la Première Guerre mondiale, peuvent avoir, comme nous le savons, des conséquences d'une horreur sans précédent. Le problème est que les révolutions sont rarement réversibles, et qu'une fois qu'elles ont eu lieu, elles ne peuvent pas être oubliées, comme le disait Kant à propos de la Révolution française, à une époque où la terreur régnait en France. Cela ne signifie pas forcément que le mieux serait de prévenir les révolutions, car si celles-ci sont les conséquences de régimes en pleine désintégration, ça c'est quelque chose qu'elle développe auparavant, une révolution arrive au fond quand le fruit est mûr et qu'il est prêt à tomber, c'est-à-dire quand les institutions en place ne fonctionnent plus. Donc, si je reprends, car si celles-ci sont les conséquences de régimes en pleine désintégration, et non pas le produit des révolutionnaires, qu'ils soient organisés en sectes de nature conspiratrice ou en parti, empêcher une révolution signifie changer la forme du gouvernement, ce qui signifie à son tour effectuer une révolution, avec tous les dangers que cela suppose. L'effondrement de l'autorité et du pouvoir, qui en règle générale survient avec une soudaineté surprenante, non seulement pour les lecteurs des journaux, mais pour les services secrets et leurs experts qui en sont témoins, ne devient une révolution, au plein sens du terme, que lorsqu'il existe des gens désireux et capables de recueillir le pouvoir, et pour ainsi dire de pénétrer au cœur de la vacance du pouvoir. Ce qui se passe alors dépend de nombreux facteurs, dont la capacité des puissances étrangères à comprendre le caractère irréversible des pratiques révolutionnaires. Mais cela dépend avant tout de qualités subjectives et du succès ou de l'échec moral et politique de ceux qui sont disposés à assumer la responsabilité du pouvoir. Nous avons peu de raisons d'espérer qu'à un moment quelconque, dans un avenir assez proche, ces hommes auront la même sagesse pratique et théorique que les hommes de la Révolution américaine qui devinrent les fondateurs de ce pays. Mais je crains que ce petit espoir soit le seul qui nous reste, que la liberté, au sens politique, ne sera pas à nouveau effacée de la surface de la terre pour Dieu sait combien de siècles. Et la question reste posée. Quelle révolution pour le monde de demain? Quelle révolution pour retrouver, mais réinventer aussi, la liberté d'être libre? Voilà un petit texte qui donne à réfléchir de Hannah